Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons voir quelque chose qui m'a été demandé par un très grand nombre d'entre vous, c'est-à-dire environ 2 ou 3 personnes. C'est un tour du studio, donc voilà, c'est chose promis, chose due, c'est maintenant. Donc en attendant ce visionnage, qui va être bien entendu, vous l'imaginez chers amis, très passionnant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche par-ci ou par-là, afin d'être averti des nouvelles vidéos. On se retrouve après le jingle, donc pour cette visite guidée du studio, et non pas cette guidée visite du studio, je sais pas pourquoi, à tout de suite. Ok, donc avant la visite guidée du studio, petite page de pub, vous pouvez aller dans la description et voir, vous avez des liens donc pour télécharger des e-books gratuits et des liens pour des formations sur Cubase, la formation Cubase même pas peur, la formation comment enregistrer son groupe avec seulement 4 micros et un laptop, la formation editing et mise à plat et la formation apprendre, comprendre et entendre les EQ. Voilà, fin de la pub, on va regarder un peu ce qu'il y a autour de moi un peu plus en détail. Salut, donc c'est Jaf, nous sommes ici au 70 Studio, donc à Pontoise dans le 95, dans le 9-5. Et donc vous me l'avez demandé, enfin certains me l'ont demandé, et l'idée c'était de vous faire une petite visite guidée du studio. Donc eh bien, si vous voulez bien me suivre, on y va, ça commence maintenant. Ok, donc nous voici dans, je dirais, notre pièce multisport, comme on l'appelle. C'est-à-dire que c'est un peu la pièce qui nous sert à plein de choses. Vous voyez, elle est assez grande. Elle est aussi assez encombrée par pas mal de matériel, puisque ici, c'est et la salle de repos pour les artistes et la cuisine. Donc la salle de repos pour les artistes, pour le studio et pour les studios de répète le soir. Donc je vais vous montrer ça. Et puis donc il y a une cuisine. On a ici du matériel, puisque on fait aussi de la formation donc avec mon ami Mathieu Dantec, et donc on fait de la formation soit sur la partie studio, moi, ou Mathieu qui fait de la régie live, et donc il lui arrive de faire des formations pour des personnes sur la régie live et studio. Donc vous voyez, on a le matériel à disposition qui nous permet de pouvoir donc, de faire ces formations. Ce qu'on fait aussi ici, c'est qu'on peut, comme vous voyez, la pièce est assez sombre, et en fait, on peut la transformer comme on veut pour faire des clips. Donc c'est ici que j'ai tourné mon clip Bientôt les loups. On fait aussi, donc on peut faire des enregistrements live, donc uniquement pour des, par exemple pour des groupes de jazz, des trios de jazz, puisqu'on a quand même du voisinage et cette pièce-là n'est pas traitée acoustiquement, en tout cas vis-à-vis de l'extérieur. Donc le jazz se prête plutôt bien, et en plus comme on a une bonne acoustique ici, eh bien on l'utilise, je dirais, pour notamment le jazz comme il joue live, donc on l'utilise dans ce cadre-là. Et puis on fait aussi, j'ai fait des séminaires pour des entreprises autour de la musique ici, du management par la musique. Et donc en fait voilà, donc c'est notre salle un peu multisport qu'on utilise pour plein de choses. Voilà, donc on continue, je vais vous montrer les studios de répète. Alors pour ceux qui veulent, il y a un piano, mais je vous rassure, il est juste là pour le décor. Ici, comme dans tous les studios, eh bien, il y a 2 dancing, ce qui est bien pratique. Une petite machine à boisson. Et donc, je vais vous montrer le premier studio. Alors, manque de peau, là, il y a... Voilà. Donc, on a un petit problème visiblement électrique. Alors ici, c'est une de nos premières salles de répétition, donc on en a 3. Donc toutes nos salles sont équipées donc, avec sono, batterie, baffle. Là vous ne voyez pas de tête d'ampli dans celui-ci puisqu'ils doivent être dans une autre pièce. Mais on met à disposition pour les groupes, parce qu'on a un fonctionnement un petit peu particulier, on fait ce qu'on appelle du lockout ici. C'est-à-dire que chaque groupe réserve un soir de la semaine, c'est un paiement au mois, donc c'est comme une loc. Et donc le groupe a son créneau du soir, sur un soir qu'il choisit, de 7h, de 19h au lendemain. Voilà, donc c'est quelque chose de super libre, c'est-à-dire quand vous venez répéter ici, vous êtes un peu tranquille, vous ne regardez pas l'heure, et donc tous les groupes arrivent le soir après le boulot, ils amènent à manger, ils mangent dans la cuisine, ils font une répète, ils sortent fumer une clope, ils boivent un coup. Donc c'est l'objectif. Nous, ça nous permet de pouvoir travailler avec des gens qui sont vraiment motivés
pour venir répéter. Et on leur met à disposition un petit local pour pouvoir mettre du backline à eux, pour qu'ils puissent jouer sur leur matériel, leur baffle, leur ampli guitare. Donc ça leur permet de laisser leur matériel dans le local et d'éviter de transporter tout à chaque fois. Et ils arrivent, ils ont l'accès au local, ils prennent leur matériel, ils répètent et ils reposent après. Donc ça, c'est un service que l'on offre aux groupes résidents et qui sont en lockout ici. Je vais vous montrer la deuxième pièce. Voilà, donc ça c'est le studio numéro 2. Alors pour ceux qui me suivent depuis un moment déjà, vous voyez souvent les photos ici, parce que c'est ici que je fais mes règles de batterie notamment, et d'autres choses. C'est une pièce que j'aime bien, que je connais bien acoustiquement. C'est ici que, pour ceux qui ont vu, j'ai fait la formation avec le groupe Anyways sur comment enregistrer son groupe avec seulement 4 micros et un laptop. Donc on a tout fait ici, vraiment en condition de local de répétition. Donc moi j'étais là, si je me souviens bien, et donc je faisais les prises avec un casque, et donc j'explique tout dans la formation pour comment vous pouvez enregistrer votre groupe dans un local de répète. Donc voilà, donc ça c'est le studio numéro 2, donc vous voyez équipé de la même manière. Avec donc là, il y a les têtes d'ampli qui traînaient, qui manquent de l'autre côté. Et puis bah voilà, vous avez la place. Et donc on met du backline à disposition pour les groupes. Parce qu'on a quelques groupes qui viennent aussi répéter en journée. On fait de la loc très classique de studio de répète. C'est à l'heure. Et donc il y a des groupes qui arrivent avec pas de matos. Et donc on leur met à disposition du matériel comme dans tout studio de répète. Voilà, on va voir le troisième studio. Voilà, donc ça c'est le studio numéro 3, c'est le plus petit, et c'est dans ce studio-là que notamment que j'ai répété avec les Lucies. On a mis en place le deuxième album, et voilà, donc vous avez quasiment à peu près le même type de matériel. Il y a du matériel que des groupes nous laissent à disposition pour d'autres, pour tout le monde, et puis voilà, les mêmes consoles, à peu près les mêmes enceintes, donc voilà, tout est là sur place pour pouvoir travailler. Je vais vous montrer, puisque ici au 70 Studio, donc moi j'ai mon studio qu'on va voir à la fin, mais il y a notamment 3 autres locaux qui sont loués par soit des artistes, soit des producteurs indépendants, qui travaillent et qui sont là, résidents à l'année. Voilà, ça leur permet de pouvoir faire leur musique, de pouvoir enregistrer, enfin bref, de faire ce qu'ils veulent, mais puis surtout d'avoir un accès 24/24, je dirais, à un endroit où ils sont complètement libres de faire de la musique, et faire de la musique notamment la nuit. Donc on va aller voir Chapelier sans tête, voilà, qui est en plus, pareil pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est un artiste que j'aime beaucoup, et donc on va aller le voir puisqu'il est aujourd'hui dans mon premier studio dans lequel je suis arrivé en 2014 quand j'ai quitté mon ancienne vie, et voilà, donc j'ai rencontré Mathieu Dantec ici, je suis venu répéter. Et donc Mathieu m'a dit tu connais pas quelqu'un qui voudrait louer, j'ai une pièce à louer. Et j'ai fait moi monsieur. Et donc je me suis installé dans ce petit studio qui fait à peine 10 mètres carrés. Mais ça m'a permis notamment de faire les 2 premiers albums de mon précédent groupe Ego Means Blinded. Voilà, donc ça a été un peu le début de toute cette aventure. Et donc je garde un très bon souvenir de ce tout petit local. Et puis donc on va aller voir tout de suite, on va aller voir à la rencontre de Romain, donc Chapelier sans tête. Studio R. Salut, ça va? Ça et toi? Ouais. Donc je vais vous montrer ce qui a été mon premier studio ici, donc qui est devenu le Studio R, le studio de Chapelier sans tête. Donc voilà, Romain travaille ici. Moi j'y suis resté de 2014 à 2016. Et puis c'est un super petit local. Je trouve qu'on y est bien. Moi j'ai fait des chouettes trucs ici. Et puis Romain continue, je dirais, à travailler ici. Et c'est là que tu fais donc tes projets. Tout à fait, ouais, c'est ça. Donc moi je m'occupe aussi de la régie des studios que vous avez sûrement déjà visité. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs j'étais moi-même un adhérent qui venait répéter en tant qu'artiste dans les studios en bas. Et puis j'ai eu l'opportunité de venir ici après.
Et c'est vrai que c'est plus pratique d'avoir un lieu vraiment dédié pour faire de la musique, et que tout reste en place, qu'on puisse faire des voix jusqu'à pas d'heure, sans les voisins qui... Alors c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on nous demande beaucoup, je dirais les places sont chères, puisque en fait ici il y a quatre studios, ce qu'on appelle de producteurs. Donc il y a Romain, il y a moi, il y a Jade qui est à côté, et puis il y a Cyprien et Julien donc, du groupe Blada Faya qui sont en bas, et malheureusement on ne pourra pas visiter le studio, c'est l'ancien studio de Mathieu Dantec, on ne pourra pas le visiter parce qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, mais voilà, on a que, j'irais, 4 studios, et c'est vrai que c'est des choses que Mathieu a pas mal de demandes là-dessus. Donc si jamais vous voyez cette vidéo et que ça vous intéresse, vous êtes dans le 95, eh bien vous allez contacter Mathieu et vous allez être sur la liste d'attente, parce que comme les places sont chères, on n'est pas nous décidés à lâcher nos places. Donc voilà, mais c'est vrai que comme dit Romain, moi c'est aussi ce qui m'a plu en 2014 quand Mathieu m'a proposé, c'était d'avoir un endroit où j'avais plus tout mon matos à la maison, où quelque part on est dans un environnement de travail qui est quand même propice à la créativité. Et surtout, on ne regarde pas l'heure, on travaille un peu tout le temps. Et puis, le point qui est important, c'est la rencontre, c'est les échanges. Et c'est vrai que moi, je suis très content que Romain soit là, que Cyprien et Julien soient là, parce que dans la journée, ça fait du monde. Quand je me suis installé ici en 2014, j'étais un peu le seul en journée. Là, aujourd'hui, on a du monde, puis surtout, on échange des idées. Romain me suggère aussi parfois des idées pour des bibi blabla. Donc voilà, il y a plein de... C'est une vraie, comment dire, j'allais dire communauté, mais c'est pas le mot. C'est une vraie pépinière artistique, en tout cas, puisque voilà, il y a des choses qui naissent, des idées. Et puis il y a surtout une entraide et voilà, une mise en commun. S'il y a besoin de matériel, s'il y a besoin de choses, on essaye de se filer des coups de main. Voilà. Merci. Eh ben, pas de souci. On continue notre petite visite. Ok, donc maintenant, on va attaquer la phase finale. C'est mon studio. Donc, vous me suivez. Alors, vous avez déjà l'entrée. La moindre place est utilisée. Donc là, vous avez les grattes de mon pote Roxou qui sont là en attendant son retour dans notre beau pays. Très important. La sécurité, et donc bah voilà, vous connaissez un petit peu l'endroit, ici, puisque c'est ici donc je filme mes bibi blabla, voilà, vous voyez peut-être sous un autre angle, et donc je vais rapidement vous expliquer un peu ce qu'il y a dans cette régie. Alors, à la base, donc, comme je l'avais expliqué dans le plus important, dans le home studio, sur la partie acoustique, je crois que c'était le volet numéro 1, c'est en effet voilà, l'acoustique de cette pièce-là que j'ai travaillé avec un ami qui est acousticien. Et donc, il a fait des mesures, il m'a expliqué un petit peu comment travailler, où mettre les panneaux. Donc, il y avait des panneaux que j'avais déjà achetés il y a très très longtemps. À l'époque, j'avais fait mon premier petit home studio, donc notamment les bass traps que j'ai récupérés, notamment, je crois, ce qui est au plafond. Voilà, c'est les grands panneaux que j'avais récupérés de ça. Et puis, on a des panneaux que j'ai achetés ici, voilà, selon ce que m'avait expliqué donc mon ami acousticien, en m'expliquant un peu par rapport à l'endroit où je positionnais mon écoute, me dire un petit peu comment je devais répartir, j'irais, les différents panneaux. Donc, vous voyez, vous avez des panneaux plus épais sur le niveau des enceintes, pour, j'irais, éviter les réverbérations de ce côté-là. On a des panneaux dans le fond et on a des panneaux spécifiques sur l'écoute en haut. Voilà, donc ça c'est le premier point sur lequel je vous avais dit qui est super important, même si vous faites un home studio. Aujourd'hui, d'acheter des panneaux, vous avez plein d'offres. Il y a 15 ans, 20 ans, le moindre bout de mousse coûtait une fortune. Aujourd'hui, pour, on va dire 200 €, vous pouvez équiper une petite pièce de différents panneaux pour pouvoir quand même avoir quelque chose qui va être important, non pas sur la fuite du son vers l'extérieur, mais pour vraiment l'acoustique de ce que vous entendez. Donc ça, je vous l'avais dit, c'est un des points les plus importants dans le studio ou votre home studio. Ensuite, vous voyez, il y en a un peu partout, comme dans tous les studios, puisque en fait, ici, on a à peu près une trentaine de mètres carrés. Donc dans le fond, on va pas trop regarder parce que c'est là où je stocke tous mes micros, une partie de mes câbles, des guitares, des flycases, enfin voilà. Donc ça, c'est un petit peu le coin bordélique du studio. Et puis après, ici, c'est les différents outils que j'utilise. Alors,
bah, vous voyez, le plus important, c'est forcément mon ordi et la partie, je dirais, des écrans. Voilà, donc avoir 2 écrans. Ensuite, les écoutes. Donc ça, je ne vais pas revenir là-dessus puisque j'ai fait un bibi blabla sur ce sujet-là. Après, en termes de matériel que j'utilise, eh bien, comme je le dis, c'est assez simple. Voilà, j'ai quelques périphéries analogiques spécifiques, donc notamment un Culture Vulture, que j'utilise notamment pour réamper des basses. Donc c'est une unité de distorsion, mais qui est très très chantante. Donc j'utilise vraiment pour des basses essentiellement. J'ai aussi cette EBS qui est une tête d'ampli, mais j'utilise que la partie préamp parce que la partie ampli est morte. Donc ça appartenait à Julien Desbucco. Voilà. Donc j'utilise la partie préampli pour les basses. Ça, c'est une tranche donc Avalon que tout le monde connaît, une 737. C'est quelque chose que j'utilise moins parce que je suis assez peu fan au final des tubes. Donc l'Avalon, je trouve, est très coloré. Et perso, voilà, moi je suis pas ultra fan de ce son-là, mais je dirais, voilà, c'est ça malgré tout, j'utilise pas pour les voix, mais par exemple sur des guitares acoustiques, certaines basses, ça peut vraiment faire l'affaire. L'autre truc que j'utilise énormément ici, c'est ma console. Voilà, j'en ai parlé. Vous avez la console, donc c'est une TLA audio, une M1 Tube Tracker. Donc pour le coup, c'est une console à lampe. J'adore cette console essentiellement pour les batteries, puisque vraiment les transitoires, j'aime bien comment cette console retranscrit les transitoires de la batterie. Donc ça a tendance à adoucir un petit peu les attaques de batterie en leur donnant vraiment un caractère assez vintage. Donc perso, j'aime beaucoup. Voilà. Et en plus, les EQ qui sont assez simples sonnent malgré tout, c'est très musical sur la batterie. Sur les guitares électriques, j'aime pas du tout. Sur les voix, je n'aime pas du tout. J'aime beaucoup sur les guitares acoustiques, sur les violons, sur même des cuivres. Un des prochains titres que je vais sortir qui s'appelle Traveling, il y a un trio de cuivres où j'ai enregistré avec cette console-là et on a vraiment un son qui est génial. Enfin, vous allez voir, vous pourrez juger par vous-même. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que j'utilise essentiellement pour des recs. J'ai essayé de l'utiliser en bus sur mon bus master sur les mix. Et puis ça donne une certaine couleur qui peut être intéressante notamment sur des titres acoustiques. Mais sur des titres rock, c'est pareil, on se retrouve avec la gestion du tube que perso, moi après, je n'aime pas trop. Et puis ça oblige de faire une conversion, de ressortir. Bref, j'ai pas trouvé un intérêt vraiment important. Là, on a une petite boîte donc type API 500 où j'ai juste 2 modules. C'est vrai que j'avais commencé à la remplir, cette boîte, et puis en fait, c'est au moment où aussi je me suis rendu compte, puisque j'avais fait le test, pareil, j'en parle dans un des Bibi Blabla, où j'avais acheté une tranche Rupert Neve de préamp, et que au final, elle sonnait identiquement à un plugin que j'avais. Donc voilà, donc c'est un peu, je me suis arrêté en route, mais je l'ai gardé parce que notamment il y a 2-3 modules où quand j'aurai un petit peu plus de sous, voilà, je viendrai compléter pour des choses très spécifiques. Voilà. En bas, vous avez des câbles qui sont jetés là, j'en ai aussi derrière. Donc ça, les câbles, c'est pareil, on en a parlé, c'est quelque chose de super important. Je vous recommande toujours d'avoir un petit préamp et de casque, ça c'est important. Voilà, ça me permet d'avoir 4 casques. Alors, bien souvent, moi je fais qu'un mix, je dirais, dans le casque, puisque au final, on est un petit studio, donc on enregistre rarement des groupes live, donc on enregistre plutôt élément par élément. Donc j'ai pas besoin de faire différents cues de casque, un suffit amplement. Donc ça me permet de pouvoir rebalancer. Si jamais par exemple je fais des batteries et qu'il y a le batteur avec, ça me permet de leur faire quelque chose d'assez cohérent. Voilà. Ensuite on va regarder voilà, la partie un peu plus centrale. Donc là, des choses aussi relativement assez simples. On a donc une Focusrite, deuxième génération en interface audio. J'ai ici la UR-RT4 donc de chez Steinberg. Pareil, j'en ai parlé, qui sonne super avec les Transphonives, Rupert Neve dessus. Donc ça, c'est
la dernière, je dirais, la dernière interface que j'ai rentrée, et j'en suis vraiment super content. Vous avez ici la fameuse Apollo d'Universal Audio. Donc là-dessus, vous avez la gestion des plugins Universal Audio. C'est quelque chose que j'utilise peu au final, puisque forcément quand je rentre un nouveau matos ou un nouveau plugin, je fais toujours des comparaisons AB par rapport au matériel que j'avais précédemment pour voir si j'ai vraiment un intérêt, si je gagne quelque chose à garder le matériel. Si c'est juste pour avoir quelque chose de neuf, je ne le garde pas. Voilà. Je cherche vraiment à chaque fois à avoir quelque chose de différent et où il y a un intérêt. Et donc, quand j'ai rentré cet Apollo, je l'ai comparé notamment par rapport à la Focusrite. Et en termes d'enregistrement, je préfère le système que j'ai d'enregistrement par la Focusrite. Et même récemment, donc la semaine dernière, j'ai fait des voix pour mon prochain titre, L'air et l'eau. Et j'ai comparé donc la URRT4 avec le NIV enclenché, le Transphonive enclenché par rapport à la Focusrite. Et pour la voix, je préfère la Focusrite. Voilà, donc en fait, l'intérêt d'avoir trois interfaces audio, c'est qu'on n'a pas les mêmes caractéristiques, et en fonction de ce que vous voulez, et en fonction de ce que vous avez testé, et donc de ce que vous aimez entendre, eh bien je sais que voilà, pour les voix, je vais passer par la Focusrite. Par exemple, pour les guitares, celle-là fait des merveilles, guitare ou même les DI de basse, ça marche super bien. Mais voilà, les voix, en tout cas, à la prise, c'est la Focusrite qui l'emporte haut la main. Ensuite, des choses assez simples, vous avez un Summit Audio, donc un tube leveler, un TLA50. Donc ça, c'est un compresseur à lampe, pareil que j'utilise pas, parce que côté lampe, je suis pas fan. Ça marche plutôt pas mal sur la caisse claire, mais je trouve que le son sur une caisse claire est très intéressant. La compression en tout cas me plaît beaucoup, mais ça ramène beaucoup de noise, beaucoup de bruit, beaucoup de souffle. C'est le problème des lampes. Et donc voilà, donc ça au final j'utilise quasiment pas. Mon ancienne interface TSC électronique, donc la TC Connect 48, qui est donc une interface audio, qui était un truc un peu haut de gamme il y a plus de 10 ans. Voilà, donc je l'ai acheté il y a plus de 10 ans, et aujourd'hui elle me sert de contrôleur de monitoring, puisque en fait il y a une télécommande qui est sur mon bureau ici, et donc qui me permet de switcher d'une enceinte à l'autre. Voilà, donc ça c'est important, et j'ai donc accès à 3 monitorings différents. On va voir ça après. J'ai réinstallé mon vieux Luxman, donc c'est un ampli de chaîne hi-fi que j'avais quand j'étais ado, avec les Ellipson donc, qui sont ici. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est des enceintes que j'avais quand j'étais ado, qui sont des enceintes de chaîne hi-fi qui datent de donc, fin des années 80. Et j'aime bien, notamment quand je fais mes masters, contrôler la musique dessus, puisque c'est assez plat. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, si j'ai fait une connerie à un moment, notamment dans le haut ou dans le bas, je l'entends tout de suite là-dessus, puisque soit ça se met à grésiller, soit le bas se met le bas n'est pas précis, et ça, on entend qu'il tourne. Donc c'est vraiment le truc sur lequel je travaille de plus en plus en fait sur ces enceintes Ellipson, pour avoir quelque chose un peu de la vieille hi-fi, en tout cas moi sur lequel j'ai des repères. Voilà, c'est ce que je vous disais dans le bip bip sur les enceintes de monitoring. Ce qui est important, c'est pas forcément le matériel, c'est comment vous l'appréhendez et comment vous réagissez avec, de les connaître. Je crois que j'avais eu, ça me revient, Daniel Bergstrand qui avait fait, je sais plus, les premiers albums de Scarve. Et donc c'est mon pote Loïc Collin qui était bassiste de Scarve qui m'avait dit que à l'époque, il avait des enceintes qui étaient pétées, qui faisaient brrr, mais il savait quand il posait la main sur le Twitter s'il y avait une connerie ou pas. Donc voilà, ne vous fiez pas forcément au matériel, c'est plutôt de savoir comment on connaît le matériel, et ce qui est important, c'est comment vous connaissez votre matériel. Donc, voilà, un lecteur DAT que j'ai sauvé, qui a plus de 20 ans, qui a une vingtaine d'années maintenant, voilà, que j'avais acheté dans mon premier studio, puisqu'à l'époque, on tournait les mix sur du DAT. Donc je l'ai gardé, puisque si jamais il y a des gens qui ont du DAT, des cassettes DAT et qui veulent des transferts, je suis en mesure de pouvoir faire des transferts DAT. Donc voilà, donc ça c'est important. Et puis vous avez ici des autres convertisseurs, donc c'est des Swiss Sonic.
que j'ai pareil depuis mon premier studio. Donc ce sont des convertisseurs en 48 kHz, enfin 44 et 48, et que j'utilise aussi pour les règles de batterie. Voilà. Donc j'aime bien ces convertos pour la batterie. C'est quelque chose que voilà, que j'aime entendre. Donc ça fonctionne bien, je les maîtrise. Donc c'est important. Et dernière petite truc qu'on n'a pas vu là en dessous, c'est un autre convertisseur. Donc ça j'ai ça depuis une vingtaine d'années. C'est un Lucid. C'est un convertisseur stéréo. Et ça, pareil, j'avais acheté à l'époque, j'avais mon studio et notamment ma console MCI. Et en fait, on tournait donc les mix sortaient de la console et passaient dans ce convertisseur stéréo qui est vraiment un convertisseur qui était un convertisseur à l'époque pour le mastering. Et donc, on tournait les mix dessus et ça rentrait dans le DAT. Voilà. Donc ça, je l'ai gardé et aujourd'hui, je l'utilise quand j'ai besoin par exemple, c'est quelque chose que je fais souvent sur des guitares que j'enregistre ici. Donc, on va voir ça après. Donc, elles rentrent là et en fait, je fais un tour, donc je les ressors, je les passe dans cette console. En fait, c'est une console 8 entrées, donc JVC. C'est quelque chose que j'ai récupéré d'une boîte vidéo. Donc ça, c'était une console pour la vidéo, voilà, pour régler le son de la vidéo. Et en fait, les préamps et les EQ sonnent vraiment mortels, enfin, je trouve, pour les guitares. Donc ça, c'est un petit peu mon truc que j'utilise, c'est-à-dire que j'enregistre mes guitares. Ici, je mets des IR et ensuite je tourne, j'irai l'IR, enfin le son avec l'IR qui ressort donc de la carte, qui rentre dedans et qui repasse par le Lucid et voilà, et je print comment s'appelle la piste guitare et en repassant par ces EQ dont le mid est génial parce qu'on ne sait pas, en fait le mid c'est un plus un moins, on ne sait pas exactement où est la fréquence, mais pour moi elle est aux alentours des 3000 Hz et ça sonne sur les guitares, ça sonne génial. Le bas pareil, nettoie le bas et le consolide. Bref, c'est quelque chose que voilà, c'est un peu entre guillemets mon arme secrète analogique sur les guitares. Ok, donc on va continuer dans ce sens-là. Donc une interface Apollo Octo. Donc voilà, ça c'est pour les mix avec un paquet de plugs Universal Audio. Mes NS10, voilà, que j'ai depuis quasiment 20 ans maintenant, je les connais, voilà, je bosse tout le temps dessus. Les Tannoy, pareil, je vous en avais parlé, donc c'est des enceintes 8 pouces, qui sont des enceintes relativement classiques et pas très chères au final, mais elles sont très médium, et moi j'aime ça, voilà. Ces petites enceintes Sony, qui étaient vendues avec un ordinateur au début des années 2000, voilà, c'était les premières petites enceintes, j'irais, multimédia, et qui appartenait à un pote et que j'ai récupéré parce que pareil, ces écoutes là j'aime bien travailler avec, notamment sur certaines prises de voix, voilà, en repère. Et puis pareil, ça fait partie des choses quand je mixe, je vais contrôler là-dessus, notamment sur les batteries, puisque dès l'instant si à un moment donné j'ai déconné sur les overheads, je l'entends tout de suite ici, ça fait x, voilà. Donc c'est un moyen, un repère, et c'est des enceintes qui pareil, que j'aime plutôt bien. Impressionnus, voilà, pour faire mes automations. Pareil, je vous ai fait un bibi blabla dessus. Tout un tas de bordel, de cartes de visite, de plein de choses pour avoir sous la main. Et puis on va continuer. Donc derrière, j'ai des baffles, mes baffles orange, ma Vigier. Et puis ici, c'est un petit peu le point central sur la partie guitare. Donc j'ai mes têtes qui sont reliées ici à la Reactive Load donc de Shure, et qui me permettent donc de sortir le signal et de l'enregistrer directement dans l'interface audio, dans Cubase, et puis de mettre ensuite une Impulse Responses dessus. Et voilà, donc avec ici toutes mes pédales qui me permettent de pouvoir proposer des sons un petit peu différents. Mon pédalier qui est monté là puisque je suis en train d'enregistrer donc le solo de l'RLO. Et puis en tête, ma Orange Jim Root, que j'aime beaucoup, avec laquelle j'ai fait un paquet de concerts avec Igo Miss Blinded, et donc a fait notamment le son des 2 albums d'Igo. Donc c'est quelque chose que j'utilise tout le temps parce que perso j'adore le son. C'est une tête donc de 15 watts qui n'est pas très puissante, mais en live ça suffit amplement, elle ramonne bien. Alors c'est vrai que là en studio on est obligé un peu d'aller la taquiner,
mais c'est une tête, en fait, vous avez peu de réglages d'EQ, vous avez un volume et vous avez un bouton donc de gain qui vous permet d'avoir un son très très crunch, un son de guerre. Donc voilà, c'est simple, j'aime bien quand c'est simple. Donc c'est une tête que j'utilise assez fréquemment pour moi ou pour des clients. Ça c'est la première tête que j'ai achetée, donc ma Marshall JMP qui date de 77-78. Donc c'est la version juste avant les JCM 800, pardon. Que dire que cette tête-là est fantastique, quoi, si on aime le son Marshall pour les sons crunch, pour des sons voilà, vintage à la CDC. Ça c'est mortel. Ensuite, on a la Dual Rectifier, donc, qui est une des premières séries des Dual Rectifier, donc qui appartient à mon pote Ruxu. Voilà, si tu nous vois, bisous à toi, ma poule. Donc ça, c'est sa tête, comme il est parti vivre à l'étranger, il me l'a laissé. Et alors, perso, j'aime pas le canal guerre, voilà, guerre, mais j'aime bien le canal crunch, parce qu'on a vraiment ce son... très mesa, un peu crunchy, qui est très spécifique, qu'on ne peut pas avoir avec un ampli et des pédales. Donc je l'utilise vraiment que dans ce cas-là. Et puis la dernière tête que j'ai rentrée, la iWatt, donc ça fait déjà 2 ans maintenant. Donc une tête de 72 pour les amateurs de Gilmour. Voilà, c'est pareil, si vous me suivez, vous savez, j'ai fait pas mal de trucs dessus. Donc ça, c'est une tête qui a pas de, où il n'y a pas de préamp, c'est très très droit, c'est très neutre. Mais ça accepte n'importe quelle pédale, donc vous mettez un tube screamer, une Friedman qui met un son, donc ça c'est la Friedman BEOD qui met un son de guerre, enfin vous pouvez mettre n'importe quoi dedans, ça marche super bien. Donc voilà, et là on a la toute petite Micro Terror qui fait, elle, 20 watts je crois, donc qui est à transistor, je crois qu'il y a une lampe pour le préamp, et ça je l'utilise quand j'ai besoin d'avoir un son un peu pareil à la CDC, c'est très marrant, et j'utilisais en live comme pour amplifier la stéréo de mon pédalier, voilà, pour sortir en stéréo. Plein de pédales, plein de câbles, tout est rangé dans des boîtes, voilà. Que vous dire de plus? Je crois qu'on a fait le tour. Là-bas, si il manque une chose qui est très importante dans votre studio ou votre home studio, c'est d'avoir un clavier. Alors vous voyez ça, c'est hop, d'avoir un clavier MIDI, super utile, puisque on a toujours besoin à un moment donné de faire des nappes. Donc voilà, moi je suis je sais pas jouer de clavier, mais ça me permet de pouvoir instinctivement de trouver des mélodies, de travailler des choses. Donc c'est voilà, c'est super important. Et puis comme vous voyez, il y en a un peu partout. J'ai un JV 1010 de Roland pour ceux qui connaissent un peu. C'est un séquenceur du milieu des années 90. Voilà, et donc là il y a plein de sons. Maintenant vous avez tout ça en instrument virtuel, mais à l'époque on avait ça et moi je faisais mes batteries là-dessus. Voilà, au tout début quand j'ai commencé mes maquettes. Donc voilà un petit peu, j'essaie de garder un maximum de trucs, j'en oublie. Là-bas j'ai plein de micros qui me servent donc pour mes différentes prises en fonction de ce que j'ai besoin. Et puis des guitares. Et puis voilà, donc je pense avoir fait le tour, vous expliquer un petit peu avec ce avec quoi je travaille. Donc vous voyez, il n'y a pas forcément grand-chose d'exceptionnel. Vous n'avez pas des murs de 1176 ni des murs de LA2A. C'est assez simple, je travaille beaucoup in the box. Et puis donc voilà, c'est la preuve ou la possibilité de vous montrer qu'avec au final du matos, pas énormément de matos, mais du matos qu'on connaît, on arrive à faire beaucoup de choses, puisque vous l'avez vu dans la description, quand je vous explique que ce soit un préamp, que ce soit la console ou quoi, j'utilise dans un cas très très particulier, bien défini, puisque en fait, voilà, c'est l'expérience, c'est les tests que j'ai fait qui font que moi j'aime l'entendre comme ça, et donc c'est avec ces outils-là que je vais travailler. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez poser en bas toutes vos questions. Et puis, puisqu'on en est là, je vous rappelle, dans le descriptif, vous avez donc des e-books à télécharger sur mon site librairvotremusique.fr et des formations, j'en ai parlé dans la visite. Voilà, que ce soit enregistrer son groupe avec seulement 4 micros à un laptop, formation Cubase, formation sur les EQ, bref, allez faire un tour. Il y en a pour tous les goûts. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine ou à très bientôt. Ciao!